Pour vous, le terrorisme, c'est quoi? Perso, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'attaque sur les tours jumelles à New York le 11 septembre 2001, Charlie Hebdo et le Bataclan en France en 2015, Daesh en Syrie et en Irak, Boko Haram au Nigeria et plus récemment, l'attaque du Hamas le 7 octobre. Bref, c'est essentiellement au djihadisme qu'on pense, à l'islamisme. Oui, il y a d'autres formes de terrorisme. Il y a un terrorisme d'extrême droite, des gangs en Amérique latine, des courants indépendantistes en Asie du Sud et du Sud-Est, mais dans l'imaginaire collectif occidental, c'est plutôt à ça que correspond l'image d'un terroriste. Il s'en prend violemment aux populations civiles moyen-orientales, africaines et européennes au nom de l'islam. Sauf que la région dont on va parler aujourd'hui, c'est une région dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler quand on évoque le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, on va te parler de l'Amérique latine. En même temps, ça se comprend, le djihadisme y est moins implanté que dans d'autres espaces géographiques. Mais se pourrait-il que la donne soit en train de changer? Et si je vous disais qu'on assiste à une émergence d'un courant islamiste en Amérique latine? Mate-moi ça. Djihadiste des Caraïbes. Pourquoi Trinidad et Tobago est devenue la capitale de Daesh en Occident? Jésus-Christ est dépeint comme un homme blanc aux yeux bleus et les gens détestent la suprématie blanche, déclare un imam sous anonymat. Pour une fois, on ne va pas prendre l'Amérique centrale ou le Mexique pour exemple pour décrire le phénomène de l'ultra-violence. Cette fois-ci, la star de la vidéo, c'est Trinidad et Tobago. Le pays est composé de deux îles principales au large des côtes du Venezuela. Actuellement, il est dans le viseur des services de renseignements spécialisés dans la lutte antiterroriste. Autrefois, cette petite nation insulaire se démarquait surtout par sa production de pétrole et de gaz naturel qu'elle exportait en quantité depuis son indépendance en 62. Même que la vente d'hydrocarbures était devenue sa principale source de revenus. Aujourd'hui, en revanche, le pays est connu pour être un terreau de djihadistes avec l'un des taux d'homicide les plus élevés d'Amérique latine. En fait, Trinidad et Tobago a le deuxième taux d'homicide le plus élevé des Amériques, juste derrière la Jamaïque. Ok, alors maintenant qu'on situe le pays sur une carte, on va se pencher sur une autre question. Comment est-ce que le pays est devenu un réservoir du djihadisme en Occident? Et comment est-ce que s'est amorcée cette dérive islamiste? Est-ce que d'autres pays latino-américains tomberont aux mains du fondamentalisme religieux? On va tout expliquer dans cette vidéo. Mais avant, je voudrais juste te demander de t'abonner et d'activer la petite cloche des notifs pour être prévenu des prochaines vidéos. Et oublie pas aussi de liker et de faire tourner. Ça nous aide beaucoup. Allez, c'est parti, accroche-toi bien. La genèse du djihad en Amérique. Tout comme les autres pays de la région, Trinidad et Tobago a aussi été une colonie européenne. En fait, depuis 1592, ce territoire est passé par les mains de grands empires coloniaux. D'abord l'Espagne, puis très provisoirement et partiellement la France, et enfin la Grande-Bretagne à partir de 1797. À l'époque, on y produisait exclusivement du cacao et du sucre. Et ce fut le cas jusqu'en 1962, année de l'indépendance du Royaume-Uni. Sauf que la période de grâce n'a pas duré longtemps. Dès son indépendance, l'économie de Trinidad et Tobago était mal en point. Le taux de chômage a rapidement atteint 15% à la fin des années 60, déclenchant une vague de protestations parmi la population civile. Mais suite au choc pétrolier de 73 et 79, la petite nation caribéenne s'est trouvée une nouvelle poule aux œufs d'or, ses réserves d'hydrocarbures. Les conditions de vie des Trinidiens, les habitants de Trinidad et Tobago, se sont immédiatement améliorées. Sauf qu'après le second choc pétrolier, quand les relations entre l'Occident et les pétromonarchies du Golfe se sont apaisées, ça a mis Trinidad et Tobago dans une situation un peu délicate. En fait, l'État avait engagé des dépenses très importantes de modernisation de ses infrastructures, en misant sur un flux entrant ininterrompu de pétrodollars. Donc quand les prix du pétrole et du gaz sont redescendus, Trinidad et Tobago n'a pas réussi à suivre. Plutôt que de se constituer un matelas de sécurité, le gouvernement dépensait jusqu'au dernier cent. La rente tirée de l'exportation d'hydrocarbures n'a pas suffi à sauver l'économie trinadienne, qui a fini par entrer en récession. En 1989, le taux de chômage était d'environ 22% et il montait même chez les jeunes jusqu'à 43%. À cause du manque de financement, le gouvernement a aussi suspendu les programmes de subvention qui avaient été mis en place lorsque les affaires tournaient bien. Bref, les Trinidadiens étaient pas contents et ils n'ont pas hésité à exprimer leur colère dans la rue.
Le pays est passé pas loin du point de rupture, à tel point qu'en 90, l'armée organise un coup d'état. J'ai dit l'armée? Ah non, pardon, pas l'armée hein. Ceux qui ont organisé le putsch, ils appartiennent à une organisation islamiste, Jamaat al-Muslimin, des musulmans radicaux dans les Caraïbes. Cette organisation, elle a été fondée en 82 par l'homme que vous voyez à l'écran, Yassine Aboubakar, un ancien policier converti à l'islam, puis formé en Libye par Kadhafi dans les années 70. En juillet 90, il tente de renverser le gouvernement en lançant l'assaut contre le Parlement et en prenant en otage le Premier ministre. Alors, il n'est pas sorti de nulle part, hein. Les autorités le connaissaient déjà bien à cause d'un épisode un peu particulier au cours duquel il avait occupé des terres accordées à la confrérie des missionnaires de l'islam dans les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Même qu'en 85, il avait été arrêté pour ne pas avoir respecté une décision de justice lui ordonnant de vider les lieux. Puis, en 88, le gouvernement décida de mener une série de raids au cours desquels pas moins de 34 membres de l'organisation ont été arrêtés pour vol, viol et meurtre. Aboubakar et ses partisans considéraient que le gouvernement les opprimait et refusait de se soumettre. Ainsi, le 27 juillet 1990, profitant de l'agitation sociale et des troubles à l'ordre public découlant de la crise économique, 112 rebelles islamistes ont pris d'assaut le Parlement et les locaux de la télévision nationale. Le pays sombra alors dans le chaos, donnant lieu à des scènes de pillage à grande échelle. Bilan, 6 jours et 24 morts plus tard, capitulation des rebelles contre la promesse d'une amnistie par le gouvernement. À ce jour, cette rébellion est la seule insurrection islamiste ayant eu lieu en Occident. Depuis, les gouvernements se sont succédés, adoptant des mesures d'austérité pour redresser l'économie sans se soucier de la poussée de l'islamisme. Grossière erreur comme on le verra dans le prochain chapitre. Un terreau fertile pour la radicalisation. Ça fait plusieurs années que la réputation de Trinidad et Tobago est pas franchement tip-top. 3 accusés de comploter une attaque contre l'aéroport JFK de New York arrêtés. 4 personnes arrêtées à Trinidad et Tobago pour menaces terroristes durant le carnaval. En même temps, c'est le premier pays au monde en termes de radicalisation islamiste par habitant. En fait, la population du pays n'est que de 1 300 000 habitants. C'est pas énorme. Sauf qu'il y a quand même entre 130 et 240 Trinidadiens qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie et en Irak. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, la population des États-Unis, c'est 332 millions d'habitants, soit 255 fois plus que Trinidad et Tobago. Et bah, on estime que 250 citoyens US sont partis rejoindre Daesh, soit à peu près autant que de Trinidadiens. Alors comment ça s'explique? Bah en fait ça vient de l'origine des financements, principalement des donateurs saoudiens. Ça plus évidemment les difficultés socio-économiques qui affectent la population. En fait la plupart des individus suspectés d'avoir rejoint les rangs de Daesh à Trinidad et Tobago présentent 3 caractéristiques très spécifiques. Primo, ce sont des hommes d'origine afro-caribéenne. Ensuite, ils ont un background assez difficile, ils sont issus d'un milieu très pauvre. Et finalement, ce sont des récidivistes qui sont déjà passés à plusieurs reprises par la case prison, notamment pour trafic de drogue. Pourtant, c'est haram. Mais la première raison pour laquelle l'islamisme s'est répandu comme une traînée de poudre, c'est à cause de l'implantation très solide d'une filière de recrutement particulièrement efficace. La pièce centrale de ce réseau, c'est cet homme, l'imam Nazim Mohamed. En fait, Mohamed a toujours nié ses liens avec Daesh, mais il y a plein d'indices qui prouvent le contraire. Déjà, il a recruté 70% de tous les Trinidadiens qui ont rejoint Daesh. 70%. Rien que dans sa famille, on compte pas moins de 15 individus qui seraient partis en Irak et en Syrie, y compris sa propre fille et ses petits-enfants. Et comme si tous ces éléments ne suffisaient pas à l'incriminer, il est aussi très proche d'Emran Ali, qui a épousé l'une de ses petites filles. Or, Emran Ali a été ciblé par des sanctions états-uniennes pour avoir directement financé l'organisation État islamique. Bref, le pays est clairement un repère de djihadistes en herbe. Alors pourquoi ça a si bien marché à Trinidad et Tobago et pas dans les autres pays de la région? Bah déjà il y a le facteur linguistique, on y parle l'anglais, ce qui a pas mal simplifié la tâche aux recruteurs de Daesh pour faire passer leur message. Ensuite il y a aussi les conditions de vie qui sont très dures sur les 2 îles principales. En plus, contrairement à d'autres pays, il n'y avait pas de loi qui interdisait expressément aux Trinidadiens d'intégrer les rangs de l'organisation terroriste ou de partir au califat en Syrie. Or, avant le Brexit, les Trinidadiens pouvaient aller et venir librement au Royaume-Uni et
et de là entrer dans le reste de l'Union européenne ou aller au Proche-Orient. Donc l'intérêt que représentait Trinidad et Tobago pour l'organisation État islamique est assez évident. Forcément que les USA ont fini par s'intéresser au sort de cette petite nation caribéenne. Même que dès l'accession de Trump à la présidence en 2017, il a souhaité rencontrer le premier ministre trinidadien de l'époque, Keith Rowley. Lors de cette réunion, ils se sont mis d'accord pour mettre en place un système conjoint pour lutter contre l'expansion de l'islamisme. La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'analystes considèrent que Trinidad et Tobago n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Selon eux, d'autres pays de la région sont confrontés au risque d'enracinement de l'islamisme. Alors, de quel pays on vous parle? Chapitre suivant. Une future crise pour l'Amérique latine? Alors, quand on parle de terrorisme dans la région, évidemment que les premiers groupes qui nous viennent à l'esprit, ce sont les FARC en Colombie, le Sentier Lumineux au Pérou, les cartels mexicains ou encore les Maras en Amérique centrale. Après, c'est un peu normal, le djihadisme dans la région est assez anecdotique. À part les attaques contre les tours jumelles et le marathon de Boston, l'Amérique du Nord a été relativement épargnée. Pareil en Amérique du Sud, où on ne recense que 2 attaques d'ampleur. Celle contre l'ambassade israélienne à Buenos Aires en 92, puis en 94 contre l'association mutuelle israélienne argentine, l'AMIA, cumulant près de 100 morts parce que juifs. Le responsable, le Hezbollah libanais. En fait, en 2006, le défunt procureur Alberto Nisman et son adjoint Marcelo Martínez Burgos ont présenté le rapport de leur enquête sur l'attentat de l'AMIA en 1994. Or, les conclusions de l'enquête incriminaient directement l'Iran, que Nisman et Martínez Burgos accusent d'avoir fomenté l'attaque, même si c'est le Hezbollah qui l'a mise en œuvre. Après, l'Iran et le Hezbollah ont aussi été actifs dans d'autres pays de la région, par exemple au Venezuela. En fait, de par son discours anti-impérialiste, l'Iran a gagné les faveurs du régime chaviste puis maduriste. Du coup, les autorités vénézuéliennes ont longtemps fermé les yeux sur les activités de Diosdado Cabellos à la tête du cartel de los Soles et numéro 2 du régime actuel, ou encore sur les activités du cartel libanais créé par un certain Walik Mahled d'origine syrienne, dont les liens avec le Hezbollah sont connus de tous. Et bah, ces 2 charmants personnages ont envoyé armes et drogues vers l'Iran, à bord d'avions de la compagnie vénézuélienne Conviasa. Dans le jargon, on appelle ça l'aéroterrorisme. Ceci dit, le régime vénézuélien n'est pas l'unique responsable de l'ancrage régional des intérêts iraniens en Amérique latine. Il y a un autre espace où le djihadisme a les coups des franches, la triple frontière. C'est dans cette zone que se rejoignent les frontières de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay. Les frontières y sont poreuses, les douaniers sont corrompus et le crime organisé y est très solidement implanté. Trafic de drogue, trafic d'armes, blanchiment d'argent, traite d'êtres humains, contrebande, c'est une zone de non-droit où l'État et l'armée ont moins de poids que les organisations criminelles. Et devinez qui on retrouve? Et ouais, le Hezbollah, et ce depuis les années 80. Pour régler le problème, l'Argentine, le Brésil et le Paraguay ont lancé avec les États-Unis plusieurs initiatives sécuritaires pour lutter contre le crime organisé et le djihadisme dans la zone. Malheureusement, les résultats laissent à désirer. Le tissu criminel est tellement enraciné dans le coin qu'il s'est au contraire renforcé. Et le pays qui en a le plus souffert n'est autre que le plus grand et le plus peuplé du continent sud-américain, le Brésil. Chance, ça fait une décennie que les autorités brésiliennes signalent l'existence d'une activité djihadiste sur le territoire national. Même qu'en 2013, la police fédérale brésilienne avait confirmé la présence de pas moins de 7 organisations djihadistes, parmi lesquelles le Hezbollah, le Hamas et Al-Qaïda. En 2016, le Brésil est passé vraiment à ça du drame. La police brésilienne arrête 10 personnes suspectées de planifier des attaques terroristes durant les Jeux Olympiques de Rio. Plus récemment, c'est-à-dire en 2023, les autorités brésiliennes ont averti que le Tablighi Jamaat, un mouvement islamiste originaire d'Inde, était très actif et en pleine expansion. Dans le collimateur de plusieurs services de renseignement, ils ont été mis en cause aux côtés d'Al-Qaïda dans les attentats de Madrid de 2004 qui avaient quand même causé la mort de 192 personnes. Bref, tout ça pour dire que même s'il n'y a pas eu d'attaque islamiste en Amérique du Sud depuis celle des années 90 en Argentine, la tension est palpable. Et Trinidad et Tobago en est le meilleur exemple. Plusieurs spécialistes de la question djihadiste considèrent que l'Amérique latine et les Caraïbes sont aux prises avec un nouveau danger et que la région risque de devenir un nouvel épicentre du terrorisme islamiste. Ok, on a plié l'affaire. Maintenant, c'est à ton tour. Est-ce que tu penses que les États latino-américains parviendront à résorber cette crise en devenir ou est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que Trinidad et Tobago réussira à sortir la tête de l'eau ou est-ce que le pays a déjà sombré? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Pense bien à t'abonner, à liker et à partager et à très vite pour plus d'actu sur le monde. Bise et paix sur vous.